Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de HAL 24 News. Aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux accord d'association commerciale et même plus de l'Union européenne avec Israël. Un accord qui serait peut-être suspendu en guise de protestation avec la politique de répression israélienne dans les territoires palestiniens. Pour en parler tout de suite avec notre invité que nous allons découvrir dans un tout petit moment. Je vous le disais donc, accord d'association Union européenne, l'entité sioniste. Notre invité pour ce soir, Halima Boumediene Thierry, ancienne sénatrice, ancienne députée européenne également. Vous êtes également actuellement avocate. Halima Boumediene, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Alors Halima, avant même de commencer, de plus en plus on parle de suspension de l'accord d'association de l'Union européenne avec l'entité sioniste. Il y a des accords commerciaux, mais il y a également des accords militaires, comme par exemple c'est le cas avec l'Italie qui, il y a de cela à peu près 72 heures, la première ministre Giorgia Meloni avait décidé de suspendre cet accord si la politique israélienne ne change pas vis-à-vis donc de cette répression ou sa politique répressive sur les territoires occupés. Et bien sûr, se sont joints pas plus tard qu'hier, en tous les cas l'information est tombée, où 26 des pays, donc sur les 27 des pays européens, ont décidé de suspendre ces accords d'association. On va dire que le débat a été lancé depuis longtemps, qu'il y a eu des signatures de la société civile, mais de hauts dignitaires également. Alors, où en est la situation d'abord? Et puis surtout, Halima Boumediene, j'ai cru savoir que vous avez été l'une des initiatrices justement de cet appel à la suspension. Alors, en effet, il faut savoir que ces accords ont été signés dans les années 99 et dans les années 2000, suite à bien sûr un des nombreux bombardements d'Israël sur les camps de réfugiés, notamment à Naplouse et Jenin. Nous avions été sur place et en revenant de ce voyage, en avril 2002, nous avons demandé au Parlement européen de suspendre ces accords d'association. Il faut savoir que l'article 2 de cet accord exige le respect des droits humains et en particulier des droits et des libertés fondamentales. Or, on s'aperçoit que Israël n'a jamais respecté ces droits humains et que cette résolution, donc cet article dans cet accord d'association n'a jamais été respecté. Oui. Donc, nous avions demandé en 2002 et, à la grande surprise de tout le monde, une résolution a été adoptée par le Parlement européen, par sa majorité, et elle aurait dû être exécutée. Malheureusement, comme vous le savez, au Parlement européen, notamment à cette époque, les affaires étrangères ne peuvent faire que des résolutions qui doivent être après adoptées par le Conseil, c'est-à-dire chaque État et chaque représentant des ministères des Affaires étrangères de chaque pays de l'Union européenne, qui doivent adopter eux-mêmes cette résolution pour pouvoir demander à la Commission de l'exécuter. Or, le Parlement européen, qui est l'organe légitime et démocratique, a voté. Malheureusement, cette résolution est restée dans les tiroirs parce que les affaires étrangères ou les ministres des Affaires étrangères de chaque pays de l'État européen n'ont pas accepté cette résolution, donc ne l'ont pas validée, et donc la Commission européenne n'a jamais pu la mettre en exécution. Et donc, depuis 2002, il y a eu cette résolution des accords d'association qui devaient être gelés, qui est restée en suspens, tout simplement. Oui. Alors, nous, on a eu plusieurs actions, notamment à partir de 2005, avec la population et la société civile palestinienne, ont été lancées la campagne de boycott, BDS, boycott des investissements sanctions. Oui. Et elle a pris de l'ampleur parce que tout un certain nombre de produits commerciaux, parce qu'il faut savoir que cet accord d'association couvre plusieurs domaines, des domaines militaires, des domaines de coopération, des domaines de financement d'études et de recherche, des domaines également de commercialisation de produits. Or, souvent, ces produits, on le sait, par exemple, si je prends l'exemple de Teva, c'est un médicament dont les
le laboratoire est dans comment dire, des colonies illégales, colonies qui ont été reconnues comme illégales hein, par la Oui, Cour oui, oui. internationale de justice. Eh bien, nous appelons à boycotter tous les produits qui viennent de ce laboratoire. Il en est de même pour, par exemple, Coca-Cola, pour HP, pour Carrefour, pour McDo. En fait, toutes ces entreprises, qui souvent sont des entreprises internationales, qui sont soit situées dans des colonies illégales, soit financent l'État d'Israël ou sont financées par des banques israéliennes, des banques qui financent également l'armement, je veux dire, d'Israël, donc l'armée de Tsahal. Et pour nous, c'était inacceptable que l'Union européenne soit en partenariat avec ces entreprises, puisque ce sont des entreprises aujourd'hui génocidaires. Je veux dire, l'armée aujourd'hui est en train de faire et de produire un génocide à Gaza, et pas que à Gaza, en Cisjordanie, en Palestine occupée, en Oui. territoire occupé. Oui, très bien. Alors, Halima, qu'en est-il aujourd'hui pour cette suspension? Est-ce qu'elle sera Alors, effective? Est-ce que maintenant que l'idée est là, même si c'est pas formel, est-ce qu'il faut attendre ou est-ce que ça va être non, non, immédiat? l'idée est toujours formelle. Hmm. Malheureusement, la résolution de 2002 n'a pas pu être exécutée, mais l'idée est toujours présente, concrète et officielle. La preuve en est, c'est qu'il y a aujourd'hui des pétitions et des campagnes qui se font pour réactiver cette demande de suspension et de gel des accords d'association. Hmm. Il faut savoir que les accords d'association sont très nombreux et ils représentent bien sûr, ils concernent plusieurs protocoles, mais surtout ils représentent en termes commerciaux environ, je sais pas, au moins 50% ou 55%, je veux dire, des relations commerciales entre l'Union européenne et Israël. En plus de cela, nous avons tous les programmes, par exemple le programme MEDA, qui est un programme qui a une approche régionale, mais qui est aussi un instrument financier pour, pour permettre euh, l'étude et la mise en place d'un programme comment dire, d'industrialisation et de recherche comment dire, technologique et informatique. Oui. Donc tous ces accords, aujourd'hui, devraient être suspendus. Ils devraient être suspendus. Pourquoi? Parce qu'il y a des pétitions, bien sûr, qui sont arrivées sur la table du Parlement européen, des pétition qui représente plus d'1 million de Oui. signatures en Europe. Et à partir du moment où cette pétition atteint 1 million dans au moins 5 pays européens, eh bien, il est évident que le débat sur l'accord d'association doit être remis à l'ordre du jour. Le problème, c'est que même s'il est remis à l'ordre du jour, même si de nouveau on réussit à faire basculer le Parlement européen pour un vote, il faudra que la Commission européenne l'exécute. Et pour ça, elle aura toujours besoin des affaires étrangères, c'est-à-dire des ministres des affaires étrangères de chaque État européen. Et nous le savons, beaucoup d'États européens n'accepteront pas, ou en tout cas ne donneront pas le feu vert à leur ministre des affaires étrangères. Donc nous, ce que nous voulons, c'est arriver à aller au-delà de ça et à permettre à ce que ce gel d'accord d'association puisse aussi se faire d'État à État. Par exemple, puisque l'Union européenne, les 27 pays de l'Europe n'arriveront pas à se mettre d'accord, au Oui. moins des pays comme Israël, la Belgique, Israël, l'Espagne, Israël, l'Italie, Israël, la France, tous ces pays qui ont des accords aussi bilatéraux pourront, Hmm. eux, peut-être réussir à passer le pas. Oui, donc le B2B. Mais Halima, l'annonce a été faite hier où on disait que l'Union européenne, si vous voulez, suspend partiellement. Alors on Alors, va vers, partiellement. voilà, on va vers une suspension partielle. Pourquoi sommes-nous avec la parcimonie dans la prise de décision? Pourquoi ne va-t-on pas dans le définitif à partir du moment où on reconnaît que s'il y a effectivement suspension, s'il doit y avoir suspension, c'est parce que il y a quelque part transgression du droit humain à Gaza. Mais vous le savez, quand Israël est concerné, c'est Mm. toujours la politique du deux poids, deux mesures. C'est toujours ce que l'on appelle la géométrie variable. Oui, Il y aura des sanctions contre la Russie pour ce qui se passe en Ukraine, mais il n'y aura jamais ou rarement de sanctions oui. contre Israël pour ce qui se passe à Gaza. Et pourtant, depuis plus de 3 ans maintenant, je veux dire, il y a des milliers de morts et on voit bien que les droits humains sont plus que violés puisque nous sommes face
face à un génocide. Et le génocide lui-même doit être condamné. Le problème, c'est lorsqu'il s'agit de l'Europe et ses relations avec Israël, on a l'impression que l'Europe est paralysée. Vous savez, Israël s'est très bien joué de la carte de l'antisémitisme, elle s'est jouée de la carte de l'histoire en rappelant ce qui s'est passé avec la Shoah et le génocide des Juifs en Europe. Et donc, elle utilise et elle continue à utiliser cette culpabilisation de l'Europe pour pouvoir en tirer profit et continuer à avoir une politique de poids de mesure, tout simplement. Oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent pas dénoncer ça parce que on a peur sans arrêt d'être accusé d'antisémitisme. Je veux dire, j'allais presque dire quand on est juif, on peut se permettre de le dire, et sinon, eh bien, automatiquement, on sera accusé et On se condamné fait pour absolument, antisémitisme. oui. Donc à partir du moment où on n'est pas juif, on est automatiquement, à partir du moment où on dénonce les crimes de l'antitésioniste, on rentre dans la case des antisémites et ça devient de plus en plus accru en ce moment avec la loi Yadan qui a de fortes chances justement de passer, Halima. Absolument, mais enfin, pas aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, Hmm. la loi a été retirée du programme. Le gouvernement a décidé de faire un retrait de c'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi, Oui. d'accord? Mhm. En disant qu'il reviendrait et redonnerait un nouveau texte au mois de juin. Mais pour le moment, il faut le savoir, avec les 900 000 signatures que nous avons réussi à obtenir contre ce projet, eh bien, le gouvernement a fini par retirer de l'ordre du jour au débat ce projet de loi. Ce qui est scandaleux, c'est que d'une part, une pétition avait été faite pour réunir 900 000 signatures et cette pétition aurait dû être à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc du Parlement. Or, l'Assemblée nationale ne l'a pas mis à l'ordre du jour. La pétition a été retirée, a été classée, comme on dit, et n'a pas pu être mise à l'ordre du jour pour le débat. Hmm. Maintenant, le projet de loi par lui-même, il a été retiré et certainement au mois de juin, il y aura un autre projet de loi. Ce qu'il faut savoir sur ce projet de loi, c'est qu'il est absolument très dangereux. Dangereux, pas seulement parce que c'est un projet de loi qui fait l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme, Oui, tout à fait. mais, et donc automatiquement, il interdit toute critique d'Israël. Donc c'est un projet de loi qui est complètement antidémocratique. C'est-à-dire que dans ce texte, il y a une atteinte à la démocratie et la liberté d'expression. Hmm. À partir du moment où on ne pourra plus critiquer Israël, comme on est en droit de critiquer n'importe quel pays, je veux Oui. dire, on est sans être une anti-nationaliste, je veux dire, on est en droit de critiquer un pays. Eh bien non, Israël, on n'aurait pas le droit de le critiquer. Et Hmm. comme on fait cet amalgame en disant la critique d'Israël et donc la critique de qu'on va dire, de la politique coloniale d'Israël, parce que c'est une politique coloniale. À partir du moment où on se déclare comme anti-sioniste, parce que le sionisme, c'est une politique coloniale. Je veux dire, quand on dit qu'on est sioniste, on est colonialiste. Je veux Hmm. dire, c'est certain. Donc, à partir du moment où on critique le sionisme, on critique Israël et la politique coloniale. Est-ce Mais on ne que vous fait ne pas pensez pas? Hmm. d'antisémitisme. Hmm. On ne Est-ce que fait pas vous... d'antisémitisme. Oui, Or, eux, dans ce texte de loi, ils font l'amalgame. Pour eux, voilà. toute critique d'Israël, toute critique de la politique coloniale, toute critique, je veux dire, tout simplement de ce colonialisme ou bien de cette guerre qui est en train de mener, de ce génocide qui est en train de mener Israël à Gaza, c'est pour eux de l'antisémitisme. Ce serait de l'anti-juif. Or, c'est Oui. ridicule. Hmm. On sait Halima, qu'il y a même des juifs qui sont contre le sionisme. tout à fait, ils l'ont démontré, ils étaient aussi dans les manifestations Absolument. contre cette loi. Le problème qui se Absolument. pose, c'est que cet amalgame, il est sciemment entretenu, c'est-à-dire qu'on laisse très peu de marge, ou Bien si vous voulez, il n'y a pas de ligne rouge entre le sionisme et l'antisémitisme. Comme ça, on peut entretenir cet Absolument. amalgame pour aller vers des sanctions là où il faut, quand il le faut, et parfois Alors, là où il le faut, quand il ne le faut pas. moi, ce que je voudrais rajouter quand même, c'est que ce texte, c'est un réel danger pour Oui. la liberté d'expression, parce qu'il est en train de museler, je veux dire, toute la démocratie qui aujourd'hui condamne ce qui se passe. Mais c'est aussi, malheureusement, toute, comment dire, on va dire, il appuie la colonisation, il appuie la politique coloniale. Et donc, quelque part, il viole le droit Hmm. international.
Ça, c'est le deuxième danger. C'est-à-dire que le danger, c'est pas seulement un danger démocratique, c'est aussi un danger au niveau international, puisque le droit international est bafoué et violé Oui, en justement, appuyant cette colonisation. Et oui. d'autre part, et là c'est le troisième point, je considère qu'il dessert la lutte de l'antisémitisme, parce Mm. qu'en assimilant les juifs et tous les juifs de ce monde à la politique d'Israël et de Netanyahou, eh bien, il fait de tous les juifs, en quelque sorte, des sionistes, alors que beaucoup d'entre eux ne sont pas sionistes. Oui. Donc, cet amalgame dessert la lutte elle-même contre l'antisémitisme. Mais il semble faire très peu de cas de cela, parce qu'apparemment, celle qui a initié cette loi, donc Yadan, est un petit peu, si vous voulez, l'autre portrait ou l'autre version de la pièce de Habib Meyer, ou ce qu'était en tous les cas son prédécesseur, Habib Meyer C'est le aujourd'hui. féminin de Est-ce David qu'on Meyer, veut tout à fait. justement ramener cette loi française vers un muselage de l'expression, de la liberté d'expression, de la liberté donc du culte et de la liberté de s'exprimer? Lorsque, par exemple, l'islam se faisait insulter, lorsque les valeurs sacrées de l'islam se faisaient insulter, on disait que c'était une atteinte à la liberté d'expression, qu'on pouvait critiquer, y compris toutes les religions. Aujourd'hui, le simple fait de dire Free Palestine peut vous coûter très cher et peut vous coûter des années de prison. Est-ce que c'est ça la France à laquelle on doit s'attendre aujourd'hui, celle qui a Mais toujours aujourd'hui, prôné la démocratie, la liberté d'expression? mais aujourd'hui, la France est régressif. Elle est en perte de démocratie. Aujourd'hui, en France, lorsque, par exemple, on l'a vu hier à la Sorbonne, des étudiants appelés au soutien de la cause palestinienne et au soutien à Gaza, et notamment contre les guerres, eh bien, ils se sont fait réprimer, arrêter, interpeller, pour certains d'entre eux même battus physiquement. Donc, on s'aperçoit que non seulement on est traîné devant les tribunaux, mais on fait l'objet également de violences. C'est pas seulement une répression, comment dire, dans son euh, philosophique, c'est Mm, aussi une répression physique. mm, Je veux dire, et là, moi, je me pose des questions sur l'avenir démocratique de la France. mm. On n'a pas de leçon à donner aujourd'hui à certains pays quand on voit ce qui se passe dans nos tribunaux ou bien le comportement de notre police aujourd'hui dans les rues ou dans les facs quand des étudiants ou quand des citoyens et des citoyennes manifestent. Et en plus, c'est incroyable, on manifeste pour le respect du droit. Oui. On sait très bien que le droit est garant de celui qui est précaire, de celui qui est plus pauvre, de celui qui est plus fragile. Mm. Et on est en train de manifester pour la sauvegarde de ce droit et on se fait taper dessus, on se fait réprimer. Mm. C'est devenu insupportable. On revient un petit peu à ces accords d'association aujourd'hui. On va dire que ces accords ont toujours existé. Il y a eu des dénonciations depuis le début de la société civile et même de hauts dignitaires et responsables et des anciens ambassadeurs et ministres qui avaient appelé justement à la suspension de ces accords pour protester contre, comme je disais, les méfaits et les actes donc génocidaires en terre de Palestine occupée aujourd'hui. Alors on va dire, Halima, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour ne serait-ce prendre juste la décision de soutenir cet accord ou cette décision qui pourrait donc émaner de l'Union européenne? Pourquoi avoir mis autant de temps, selon vous, Halima? Alors, il y a plusieurs raisons à mon Pourquoi sens. autant de lenteur, voilà, on va dire? Alors, il y a des raisons qui sont économiques, bien entendu, parce qu'on sait que plus de la moitié de la balance commerciale d'Israël, je veux dire, dépend aussi de ses relations commerciales avec l'Europe. Il y a des raisons financières, puisqu'il y a des financements qui viennent de l'Europe pour faire de la recherche, y compris militaire. Et il y a des raisons qui sont non seulement économiques, financières, mais politiques. Quand on voit, par exemple, que certains États qui, devant la Cour internationale de justice, la France envoie un avocat qui reconnaît que les colonies sont illégales. Hmm. Les colonies, après 67, sont illégales. Mais de l'autre côté, on ne fait rien pour empêcher ces colonies. Au contraire, on continue à apporter le financement nécessaire que Israël a besoin pour pouvoir armer ses colonies. Tout à C'est fait. quand même incroyable, Hmm. c'est hypocrite et on voit bien que finalement l'Europe a très peu de pouvoir, notamment en affaires étrangères, puisque si les parlementaires européens peuvent voter des lois, ou plutôt des résolutions, des directives, elles ne peuvent pas être exécutées ou respectées
puisque les États qui composent l'Europe, les 27 États, ne se mettent pas d'accord. Et il faut un accord soit de la majorité, soit un consensus général, ok, de l'ensemble de ces États pour pouvoir passer à l'exécution. La Commission européenne, même si elle est d'accord avec nous, elle ne peut rien faire si elle n'a pas le feu vert du Conseil. Je veux dire. Et c'est le Conseil européen, faisons la différence entre le Conseil européen et le Conseil de l'Europe, attention, hein. Oui, oui. Le Conseil européen qui, lui, donnera le feu vert. Et le Conseil européen, c'est qui? Ce sont les représentants de nos gouvernements, des 27 États membres, tout simplement. Donc, il y a une hypocrisie de ces États qui, d'un côté, a un organe démocratique, le Parlement, qui va voter, et de l'autre côté, un organe comment dire, exécutif en quelque sorte, qui est le Conseil. Et le Conseil n'arrive jamais à se mettre d'accord pour donner le feu vert permettant à la Commission européenne d'exécuter. Voilà. Alors, qu'est-ce qui dit que cette fois-ci, ça sera la bonne, avec toutes ces lenteurs et ces démarches administratives, surtout lorsque on voit par exemple la première ministre italienne Giorgia Meloni qui a décidé de ne plus renouveler ses accords militaires avec Israël. Donc, est-ce que d'abord, c'est qu'est-ce que là-dessus vous qu'on va pensez se reposer. de cette réaction? On va se reposer sur ces accords bilatéraux. C'est-à-dire si l'Italie bouge, si l'Espagne a commencé à bouger, la Belgique bouge, les Pays-Bas bougent, si chaque État qui compose cette Union européenne commence à bouger dans leurs accords bilatéraux, à un moment donné, le Conseil européen sera bien obligé de prendre note de ce qui se passe pour dans leur propre pays. C'est pas possible autrement. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes optimiste? Ça veut dire que vous êtes optimiste parce que là, on dit que l'Union européenne soutient cette démarche qui va dans la suspension. Mais on ne parle pas de suspension immédiate. Voilà. Le Parlement européen. Oui, exactement, Halima, pardon. L'Union européenne. Oui. Il faut faire attention, justement. Oui, vous avez tout à fait raison. Le Parlement européen, ce sont des parlementaires qui, eux, c'est vrai, je veux dire, soutiennent complètement. D'autant plus qu'ils ont vu qu'il y a des pétitions dans tous les États européens qui commencent à émerger avec un certain nombre de signatures qui exigent, parce que on ne respecte pas, je veux dire, Israël ne respecte pas ces accords. À partir du moment où on ne va pas vers cette suspension, est-ce que c'est considéré comme une complicité? Parce que jusque-là, on rentre dans ce cadre carrément, hein. Alors, à partir exactement. Du moment où on là se aussi, je crois que là aussi, ça peut faire bouger les choses. À partir du moment où on a réussi à interpeller la Cour internationale de justice pour témoigner et faire témoigner des personnes qui prouvent et qui justifient que, par exemple, les colonies sont illégales et que les produits qui viennent des colonies ne peuvent donc qu'être illégaux. C'est évident. On a réussi à interpeller la Cour internationale de justice pour qu'une enquête et des résolutions ou des décisions soient prises. Lorsqu'un arrêté, là aussi, la Cour internationale de justice peut prendre des résolutions, elle peut prendre des directives, mais ils ne seront pas exécutoires et ils ne seront pas contraignants et surtout, il n'y aura pas de sanctions. Par contre, si la Cour, à un moment donné, prend un arrêté, cet arrêté sera exécutoire. Cet arrêté pourra être suivi de sanctions. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à travailler sur la Cour internationale de justice pour que ce soit des arrêtés qui arrivent et qui émanent, je veux dire, des différentes enquêtes qui sont menées par la Cour internationale grâce justement à l'action des citoyens, des avocats et des membres, je veux dire, des organisations, voilà. Merci beaucoup, Halima. Merci en tous les cas. On suivra bien sûr avec vous, si vous le permettez, l'évolution de cette situation parce qu'elle nous intéresse et nous tient vraiment à cœur de savoir où en sont l'évolution ou le développement de cette histoire. Merci, Halima. Merci. J'espère que j'ai été assez claire. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait, Halima. Je vous rappelle que vous êtes Halima Boumedienne Thierry, ancienne sénatrice, ancienne députée européenne et que vous êtes actuellement avocate. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.